Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 24 juillet. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc pour moi ce matin c'était la reprise, mes congés sont terminés. Je vous avoue que j'aurais bien prolongé d'une semaine, mais bon, c'est comme ça, il faut bien reprendre un jour. La bonne nouvelle c'est que je suis de nouveau en vacances pour une semaine dans 3 semaines et j'ai déjà hâte pour tout vous dire. Voilà, sinon j'espère que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve donc pour une nouvelle semaine de vlog avec, j'espère, j'arriverai à vous prendre un petit peu plus. Enfin, ça dépendra essentiellement de mes lectures parce que comme j'ai repris le travail, je risque de manquer un petit peu de temps pour lire, donc on verra. Alors, en tous les cas, on va commencer avec cette lecture que j'ai terminée hier après-midi. La Villa des Lauriers Roses de Teresa Simon, paru aux éditions City au mois de juin. Ce livre m'a gentiment été envoyé par Éric Poupé, que je remercie s'il passe par là. Et bien évidemment, c'est toujours dans le cadre d'une collaboration commerciale non rémunérée, puisqu'il s'agit d'un service presse. Donc je reçois un livre gratuitement en échange d'un retour. Mais encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler. Alors ici, nous sommes sur un roman à double temporalité puisque on va suivre Sophie dans le passé qui est à l'aube de c'est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Ça se déroule à Hambourg, donc on est côté allemand. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et parallèlement, on va suivre Jules et Johanna. Jules a un petit café à Hambourg. Et parallèlement, elle a monté un petit truc qui s'appelle J'écris ton histoire. Et donc, elle retrace ses histoires de famille quand elle est historienne en fait. Donc, elle recherche si on retrouve une lettre, un carnet ou des petites choses pour retracer le passé des familles. Donc, il se trouve qu'elle va faire la rencontre de Johanna qui a trouvé qui a trouvé un journal dans son grenier accompagné d'un médaillon qui contient une photo et des petits morceaux de laurier rose séchés. Donc c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du laurier rose parce qu'il faut savoir que c'est une plante qui est très comment on dit, on s'empoisonne facilement en fait avec le laurier rose. C'est une plante toxique. Bon, moi j'adore ça. J'en ai d'ailleurs plein dans mon jardin si vous me suivez sur Insta. J'en mets souvent en photo, en story, parce que j'aime beaucoup cette fleur. Je trouve ça très beau quand ils sont en fleurs l'été. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, petite parenthèse. Donc, alors c'est une histoire de famille avec plein de secrets, avec plein de rebondissements, de choses auxquelles on ne s'attend pas. Alors il y a des choses que j'avais devinées moi dans mes secrets, mais je vous avoue pas tout du tout. Donc Sophie en fait écrit ce journal. Sophie est la fille d'un négociant de café. Elle a l'habitude de vivre entre guillemets dans l'opulence. Sauf que Sophie va tomber amoureuse du fils de la cuisinière. Et bon, ça ne va pas du tout plaire à son père, donc elle va commencer à avoir des conflits. Et puis de révélation en révélation, voilà, Sophie va connaître tout un tas de bouleversements dans sa vie. Et on va la suivre, je crois, à peu près de 1936 jusqu'à 1943. Donc Johanna lit donc ce carnet en fait et c'est comme ça qu'on remonte en fait dans le temps. Moi vous le savez, j'adore la double temporalité, j'adore les secrets de famille, les sagas de ce genre. Enfin c'est pas une saga mais voilà, ça y ressemble puisque on va voyager un petit peu dans le temps, dans une famille. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Alors ici, j'ai beaucoup aimé ma lecture parce qu'elle est très addictive et parce qu'on veut absolument savoir ce qui va se passer, ce qui va advenir, quels sont les secrets à découvrir. Mais je précise quand même que la plume est un peu particulière. J'avoue qu'au début, j'étais un peu surprise. C'est pas très fluide. Les premiers chapitres, je me suis dit, oulala, mais... Puis ça va vite, on est vite plongé dans le truc, on ne sait pas trop où on tombe. Ça commence par un prologue que voilà, ce prologue m'a perturbée en fait parce que il dit des choses mais il en dit pas assez. Enfin voilà, donc c'était un peu particulier. Mais arrivé, je vous dis franchement, au bout de même pas 100 pages, j'étais à fond et je l'ai littéralement dévoré puisque je crois que je l'ai lu entre samedi. J'avais commencé un petit peu
vendredi après-midi, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai dû lire 70 pages et j'ai lu le reste entre samedi et dimanche matin. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc voilà, si vous aimez, comme je vous dis, les romans à double temporalité, avec plein de secrets de famille, avec plein de choses à découvrir comme ça, et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est le fait que ça se déroule pendant la deuxième, une grosse partie se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, et l'auteur, à travers ce récit, il énonce beaucoup de choses sur les pratiques nazies de l'époque, notamment envers les homosexuels qui étaient traqués et pourchassés, envers tous leurs certificats d'ariens, voilà, pour pouvoir faire la moindre chose. Enfin, voilà, c'est vraiment très très bien abordé dans ce roman. Donc je vous le conseille si vous aimez ce style de roman. Ensuite, hier soir, j'ai commencé L'Étoile de la Liberté d'Oriane Lapouge, qui a gagné l'année dernière le prix du livre romantique chez Charleston. Alors c'est un livre qui me faisait très envie quand il est sorti, et puis au final je ne l'avais pas pris, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tellement de... C'est vrai que j'ai toujours tellement de livres que parfois je prends pas forcément tout non plus. Et là du coup j'ai vu qu'il était sorti en poche, donc je l'ai pris. Je vais vous lire tout de suite la 4e de couverture. Ohio, 1964. Marie tourne en rond dans son poste de journaliste sans envergure au Columbus. Devoir faire ses preuves l'épuise et il lui faut un sujet fort pour faire refluer les doutes de sa patronne. Alors qu'elle entend la rediffusion d'un discours de Malcolm X à la radio, et cette phrase, ce sera le bulletin de vote ou le fusil, Marie sait qu'elle a trouvé. Elle va écrire un article sur l'accès des Noirs au vote dans les États du Sud. Convaincue de tenir son sujet, elle embarque pour le Mississippi avec un groupe de militants partis inciter les citoyens noirs à s'inscrire sur les listes électorales devant le prochain scrutin. Quand elle met la main sur des carnets datés de 1848 à 1860, on y découvre un témoignage bouleversant relatant les épreuves des esclaves en fuite. L'enquête devient vite un véritable combat. Donc vous le savez, c'est une période qui me plaît beaucoup, et la ségrégation est un thème que j'aime vraiment lire. Donc c'était l'occasion. Alors là j'ai lu, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai lu 120 pages. Donc il y a une alternance passé-présent puisque donc on suit Marie dans les années 60 et en même temps on suit des esclaves dans une plantation en 1800, il me semble, je ne sais plus exactement en quelle année ça commence, 1840. Voilà. Donc moi je suis j'attends de voir. Pour l'instant je ne peux pas vous en dire beaucoup en fait, puisque j'ai lu peut-être un tiers du livre à peu près, un peu moins d'un tiers du livre, donc j'attends d'avancer un petit peu pour vous en parler. J'espère le terminer d'ici demain soir. Oui, je pense que d'ici demain soir ça devrait être jouable. Sinon, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et je vous reprends bien évidemment un peu plus tard dans la semaine. Et coucou, on est le mercredi 26 juillet. Je vous reprends, j'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer par un petit point lecture. Donc un update et un petit tour d'horizon sur mes lectures en cours. Et ensuite, je vous parlerai bibliothèque. Alors, hier soir, j'ai terminé L'Étoile de la Liberté d'Oriane Lapouge, qui a gagné le prix du livre romantique 2022 chez Charleston. Il est ici dans cette édition chez Pocket. Bon, d'ailleurs, je l'avais déjà dit, je crois, mais je suis pas très fan de cette couverture qu'ils ont changée, alors que la couverture originale était tellement belle et tellement plus parlante à mes yeux. Donc voilà, je sais pas pourquoi ils ont changé la couverture, bon, c'est un petit détail. Je vous la remettrai là, je crois que je vous l'avais déjà mise quand j'avais reçu le livre. Mais je vous la remettrai. Alors, donc ici on est dans un roman à double temporalité. C'est un roman qui dénonce la ségrégation, l'esclavagisme et toutes les choses abominables de cette période. Donc pour moi c'est un roman qui m'a vraiment touchée, c'est un roman poignant, percutant, et c'est un roman nécessaire parce que bien évidemment je pense qu'il ne faut absolument pas oublier cette période-là. Il faut qu'on se rappelle pour que ça n'arrive plus, parce que c'est pas normal que des choses comme ça aient eu lieu.
enfin, à mon sens, bien évidemment. Donc ici, on va être sur deux temporalités. On va être sur une première temporalité qui se situe aux États-Unis dans les années 60, au moment où les personnes de couleur ont enfin obtenu le droit de vote, mais dans le Sud, il y avait toujours ces différences et elles ne s'inscrivaient pas sur les listes parce qu'elles étaient terrorisées. Il faut savoir que le Ku Klux Klan, pardon, faisait rage, que c'était vraiment très compliqué pour les Noirs au final, même si il y avait plus, même si l'esclavagisme avait été aboli, même s'il commençait à avoir des droits, il y avait toujours des panneaux sur les portes avec des magasins interdits aux Noirs, avec des magasins réservés aux Noirs, avec dans le bus, ils n'avaient pas le droit de s'asseoir à côté d'un blanc. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui étaient encore mises en place. J'ai quand même lu quelques livres sur la période. D'ailleurs, j'ai dans l'idée de faire une petite vidéo spéciale historique, puisque je compte vous faire, comme j'ai fait déjà des petites vidéos comme ça en mode un peu plus thématique, et j'ai vraiment envie d'aborder cette période là, parce que je me rends compte que j'en ai lu quelques-uns maintenant et j'en ai encore d'ailleurs quelques-uns dans ma palle. Donc voilà, c'est un sujet qui m'interpelle, c'est un sujet dont il faut, je pense, parler, parce qu'il ne faut absolument pas oublier. La deuxième temporalité, on est en 1800, alors que je vous dise pas de bêtises, parce que j'ai cherché la date ce matin, en 1840. Donc pareil, toujours dans le Mississippi, dans le sud des États-Unis. Et donc à cette époque-là, bien évidemment, les esclaves étaient... il n'y avait pas encore eu l'abolition de l'esclavagisme. La guerre de sécession n'avait pas encore eu lieu. Et on suit donc une maman, enfin une jeune femme qui est maman, et dans une plantation de coton. Et à chaque fois, comme quand j'ai lu La colline aux esclaves la dernière fois, je ressens cette peur, cette violence. C'est juste... mais c'est juste horrible en fait. Et ici... Donc sur cette partie dans le passé, en fait, on va voir le combat mené par ces gens-là qui prennent le risque de s'enfuir à leur risque et péril, au péril de leur vie, je dirais, pour pouvoir toucher la liberté, puisque dans le Nord, ça a commencé, entre guillemets, à se réduire, d'où la guerre qui a éclaté après. Alors, dans le présent, c'est Marie, enfin dans le présent, dans les années 60, c'est Marie, en fait, Marie, elle est journaliste, Marie est blanche. Alors, je le précise parce que, en fait, elle va se joindre à leur cause, parce qu'elle va rencontrer alors je crois que c'est Idriss que ça doit se dire, ou Idriss, qui est un jeune homme afro-américain et qui a décidé de partir dans le sud pour justement mener une campagne pour, entre guillemets, aider les Afro-Américains à s'inscrire sur les listes électorales pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils bénéficient de leurs droits civiques. Et on va rentrer donc on va suivre un petit peu ce combat et on va voir que même si l'esclavagisme a été aboli, on est encore loin en fait d'une égalité entre les blancs et les afro-américains. C'est quand même très 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 compliqué. Et voilà, donc on va suivre en fait un petit peu ces deux histoires avec des chapitres qui s'alternent assez rapidement. C'est des chapitres courts, ça va vite, c'est très addictif, et une fois qu'on est parti dedans, c'est vrai que c'est compliqué de s'arrêter parce qu'on veut savoir. Alors la fin m'a absolument brisé le cœur. Je m'attendais pas forcément à ça, parce que pour moi c'est on va dire que je suis un peu... Alors, je comprends que ce livre ait gagné un prix, mais je suis pas sûre que ce soit le prix du livre romantique qui lui était destiné. Pour moi, c'est plutôt un roman très engagé, plutôt qu'un roman romantique. Alors certes, il y a deux belles histoires d'amour à l'intérieur, mais je trouve quand même ce roman très très engagé. Pour moi, il se place plus dans cette catégorie-là. Après, ça reste que mon point de vue, bien évidemment. Mais voilà, une chose est certaine, c'est que si vous avez envie de découvrir cette période historique, qu'elle vous intéresse, allez-y. Par contre, je vous préviens, il y a des passages vraiment très très difficiles. J'ai un petit peu eu la même sensation que quand j'ai lu là en début de mois ou en fin de mois dernier, je sais plus quand c'est que j'ai lu. Non, je crois que c'était au mois de juin que j'ai lu La colline aux esclaves.
qui m'avait vraiment brisé le cœur. Mais là, c'est un petit peu pareil parce que c'est vraiment très dur. L'auteur, elle nous épargne pas, elle n'enjolive pas l'histoire. C'est vraiment criant de vérité. Malheureusement, c'est ce qui se passait à l'époque. Et ça fait quand même froid dans le dos quand on voit certaines scènes, notamment de punition des esclaves. Enfin, je veux dire, je peux même pas imaginer une chose pareille en fait de nos jours. Enfin, voilà, et malheureusement, on sait que la barrière est toujours... c'est très facile en fait de basculer d'un côté à l'autre. Et c'est ça qui fait peur au final, parce qu'on se dit que si c'est arrivé, même si les mœurs ont évolué, on arrive des fois dans des situations qui sont tellement au bout, tellement coincées, tellement qu'on se dit, mon Dieu, mais à un moment donné, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui prennent le pouvoir et qu'on retombe dans des choses abominables comme l'esclavagisme, la ségrégation, le nazisme. Ça part tout de là, parce que ça part tout de la même chose en fait, ce n'est que du racisme. Et je dis que la barrière, elle est vraiment très très fine pour qu'un jour ça puisse basculer dans un sens ou dans un autre. Enfin, là je suis hors sujet. Dans tous les cas, je vous conseille ce livre. Les personnages féminins sont encore une fois forts. C'est vraiment ce que j'aime de toute façon chez cette maison d'édition, c'est qu'ils nous présentent toujours des personnages féminins avec une force incroyable. Donc que ce soit la maman d'Ed dans le passé ou Basti, ou que ce soit Marie ou même June ou Lisa, nous n'avons que des figures féminines ultra fortes, qui ont du courage et qui vont se battre pour leurs convictions, pour leurs idées, pour leur liberté, puisqu'on est bien, il est bien question de ça. Donc voilà. Si vous aimez ce genre de sujet, bah écoutez, n'hésitez surtout pas, foncez, parce que franchement, vous ne serez pas déçus. Alors ensuite, hier soir, j'ai commencé L'inconnu de Cleveland de Thibaut Reiss aux éditions 10-18 dans cette jolie collection toute colorée. J'adore les arêtes de ces livres. En collaboration avec Society. Donc ici, nous sommes dans l'état de l'Ohio, puisque comme je vous l'avais dit, en fait, d'ailleurs je ne sais pas où ils sont, mais donc ils ont pour objectif de sortir 50 petits livres comme ça, avec un fait divers dans chaque état des États-Unis. Donc là, j'en ai déjà lu 2 qui je crois sont par là, si mes souvenirs sont bons. Voilà, je vous en avais déjà parlé. Donc ça, c'est les 2 premiers que j'ai lus. Il y a l'affaire Alice Crimmins et l'affaire du Golden State Killer. Alors, je les aimais les 2, mais j'ai largement préféré quand même celui-ci. Et donc, hier soir, je me suis penchée sur le dernier qui me reste parce que je crois, alors je me suis un petit peu renseignée, il me semble donc que le prochain sortira au mois d'octobre. Et donc voilà, il me restait celui-là. Donc j'ai lu très peu. J'ai lu 36 pages. En plus, j'étais vraiment fatiguée. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Bon, enfin, c'est n'importe quoi. Donc je vais vous lire la 4e de couverture de celui-ci. Quant à l'été 2002, les policiers d'Estlake, dans la banlieue de Cleveland, découvrent le cadavre d'une retraitée dans sa salle de bain. L'affaire est entendue. Joseph Chandler s'est suicidé. Ses voisins et ex-collègues décrivent un ermite sans famille, mutique, aux habitudes étranges. Ni son appartement, ni son pick-up ne portent la moindre empreinte. Qui prend soin d'effacer toutes ces traces au quotidien. Le dossier est sur le point d'être classé lorsqu'un détective privé missionné pour lui trouver des héritiers révèle l'impensable. Le vieil homme vivait sous une fausse identité depuis 24 ans. Le véritable Joseph Chandler était un petit garçon décédé dans un accident de voiture. Une 2e enquête s'ouvre alors. Qui était vraiment ce reclus à l'identité secrète? Quel passé encombrant voulait-il cacher? Voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, j'ai pas suffisamment lu pour vous en parler. J'en suis à peine à la découverte donc du cadavre. J'aimerais le finir ce soir. Mais vu mon état de fatigue en ce moment, dû à la reprise du travail où j'ai beaucoup de mal à reprendre le rythme de me lever aussitôt le matin, parce qu'il faut savoir que je me lève à 5h45 et que c'est vraiment très très tôt. Parce que je commence à 7h le matin, donc tout est chronométré. Je suis au taquet dès le moment où le réveil sonne. Donc je ne suis pas sûre d'y arriver, parce qu'en ce moment, à 9h30 maximum, je sombre littéralement.
Donc on verra. J'espère parce que j'aimerais en fait clôturer avant de l'avoir terminé avant de clôturer le vlog. Mais bon, je ne sais pas du tout. On verra. Dans tous les cas, je vous remonte. Vous voyez, dans la bibliothèque, ça va faire vraiment trop chouette. Parce que je crois qu'ils sont sortis dans cet ordre-là. Et je trouve que ça fait vraiment trop beau. Bon, je pense que je prendrai les 50 du coup. Bon, c'est pas pour demain, hein, ils sont pas tous sortis encore. Alors, parallèlement, j'ai commencé le tome 1 de la saga Lily Miller. Donc le tome 1, c'est Disparu de Vera Anne Robin. Alors, désolée pour le reflet. Alors, je vous les avais montrés lorsque je les avais reçus. Donc, il faut savoir que c'est une réédition, puisqu'elle les a fait refaire pour leur créer un nouveau look. Et ils sont absolument magnifiques, comme je vous avais montré. Regardez-moi ces pages. J'aime beaucoup. Donc moi je l'avais lu il y a un peu plus de 2 ans, le premier tome. J'ai lu le premier tome et le deuxième tome il y a un peu plus de 2 ans. Et je me suis arrêtée en cours de route parce qu'à chaque fois je repoussais. Et puis à force de repousser, j'avais perdu le fil un petit peu. Donc je savais qu'il fallait que je relise la saga en entier pour pouvoir la clôturer. Donc voilà. Du coup, Vera m'a gentiment proposé de me les renvoyer dans cette magnifique édition dont je suis vraiment trop fan. Parce que je les trouve vraiment trop beau. Et je me suis mise à... Alors, c'est des lectures que je vais, je pense, un petit peu... Bon, il est quand même assez gros, celui-là. Puisqu'il fait 676 pages. Non. Parce qu'il y a des pages pour prendre des notes à la fin. Il fait 640 pages. Donc, c'est quand même un beau bébé. Donc, je pense que je vais me l'étaler parallèlement à mes lectures. Au moins pour le tome 1 et le tome 2 et après je lirai le tome 3 d'un seul trait. Donc je suis contente de le reprendre. Alors là j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu une 50aine de pages. Je suis contente finalement de me remettre dedans parce que je me rends compte qu'il y avait pas mal de choses que j'avais un petit peu zappées. Donc il faut savoir que c'est une histoire très girly, j'aime beaucoup, je retrouve beaucoup l'auteur là-dedans dont j'ai lu d'ailleurs tous les romans, puisque le dernier qui est le seul que je n'ai pas lu c'est le tome 3 de la saga Lily Miller. Donc j'ai tout lu après ce qu'elle a écrit. Et donc là en fait on est sur une histoire qui se passe avec une bande de jeunes. Il y en a une qui va disparaître, enfin qui va être assassinée. Et j'aime beaucoup en fait parce que c'est toute une ambiance. Et là, j'arrive à être, du coup, comme c'est une relecture, je suis beaucoup plus attentive aux petits détails et aux personnages parce que j'avoue que j'ai vraiment perdu le fil au bout de 2 ans, là, où j'ai lu les 2 premiers tomes. Il aurait fallu que j'enchaîne parce que, clairement, je me suis perdue. Donc, voilà, je pense l'étaler sur une bonne semaine, celui-là, en lisant un petit peu, en lisant une centaine de pages par jour sur une semaine. Ou peut-être un peu plus d'une semaine, et continuer parallèlement les lectures que j'avais prévues. Donc notamment terminer L'inconnu de Cleveland, et après je voulais attaquer le réseau Jen d'Heather Marshall. Je vous mettrai l'entête là puisque je n'ai pas pris le livre, il est en bas. Voilà, je voudrais l'attaquer enfin celui-là. Alors je vous avais dit mes petites appréhensions, donc j'ai l'intention de le lire, je pense, ce week-end. Donc je pense que jusqu'à vendredi, je vais terminer celui-là et avancer autant que je peux dans celui-là. Et ce week-end, je pense que samedi, dimanche, je me consacrerai au réseau Jen pour essayer de le lire dans le week-end. Voilà, donc côté lecture, ça sera tout. Je m'excuse, je vous reprends. Donc je vous disais que j'avais pour objectif de refaire mes bibliothèques parce que je voulais que ma palle soit un petit peu plus visible sans forcément faire une bibliothèque pâle. Alors déjà, j'ai commencé à acheter les par-dessus de bibliothèque. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper et je vais un petit peu vous montrer. Alors, je vous reprends comme ça pour un petit peu vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, dans une petite caisse en bois, j'ai mis tous mes livres que j'aime trop en relié. Donc il y a notamment la collection de livres Hurlevent, mais ils ne sont pas tous là. J'en ai encore un qui est en bas et un qui est bientôt arrivé. Ensuite, il y a mes Faubourg Marigny, mais aussi les Cozy Mystery. Alors ça, je ne sais pas encore si ça va rester comme ça.
Celle-ci, j'ai fait, voilà, ce que j'ai fait et qui va pas bouger, c'est, alors là, il y a mes livres lus du mois. Et en dessous, c'est une bibliothèque entièrement consacrée à ma collection de Charleston qui commence à s'agrandir pas mal. Donc je suis assez contente, je les aime beaucoup, en plus c'est très coloré. Donc ceux-là resteront dans tous les cas ensemble par rapport aux couleurs. Après, donc ce que j'ai rajouté, c'est les étagères du haut. J'en ai rajouté une là et une ici. Mais il me manque les 3 au milieu qu'il va falloir que j'aille retourner chercher puisqu'ils n'étaient pas, c'était pas disponible en stock quand je suis allée chez Ikea. Alors ici, on a pour l'instant des livres de littérature un petit peu générale et celle-ci de bibliothèque qui est consacrée aux jeunesse et aux fantasy. Au milieu, on a tout ce qui est new romance et après, il y a des poches un petit peu partout. Ce que j'aimerais, c'est faire un petit peu différemment. Là, il y a les city, donc qui n'ont plus rien à faire là. Et regrouper un petit peu tout et mettre les poches, ranger les poches un petit peu par catégorie également. Parce que je vais rester sur un rangement par catégorie ou par genre littéraire, enfin par maison d'édition ou par genre littéraire. Je n'ai pas envie de faire un classement alphabétique pour l'instant. Voilà, bon, je vous reprends en face cam. Je vous ai fait faire un tour un petit peu rapide. J'ai pour but de reclasser un petit peu tout ça et de remettre vraiment de l'ordre pour que ça soit, pour que ça me corresponde mieux et que surtout je retrouve mes livres un peu plus facilement, surtout notamment ma palle parce que là c'est tout mélangé. Donc j'ai pas fini, j'ai encore beaucoup de travail, mais c'est déjà un bon début, je suis assez contente de moi. Bah écoutez, pour aujourd'hui ça sera tout et dans tous les cas je vous reprends très très vite demain sans aucun doute puisqu'il faudra que je clôture ce vlog même si je n'ai pas terminé complètement mes lectures. Je vous dis à très très vite. Et coucou, je vous reprends, on est donc jeudi 27 juillet. Alors je vous reprends déjà d'abord pour un petit point lecture et ensuite j'ai reçu quelques petites choses qui n'ont pas forcément, c'est pas des livres, hein, c'est d'autres choses, mais qui peuvent avoir un lien avec la lecture et j'avais envie de les partager avec vous. Alors, du coup hier soir, j'ai terminé L'inconnu de Cleveland de Thibaut Race, donc c'est toujours dans la collection édition 10-18 en collaboration avec Society et j'ai encore passé un excellent moment. Donc ici, il s'agit d'un homme. Je suis désolée, je fais tout bouger depuis tout à l'heure. Voilà. Désolée pour le tournis. Décidément, dans cette vidéo, vous avez dû avoir le tournis parce qu'entre ma vidéo comme ça et là maintenant, je m'excuse vraiment pour ça. Donc, le corps d'un homme est retrouvé dans un état de décrépitude un petit peu avancé dans son appartement. Il s'est apparemment tiré une balle dans la tête. Il est sous une certaine identité, donc sous l'identité de Joseph Chandler. Et il a apparemment pas de famille, pas de lien. Et on va enquêter en fait sur cette personne-là qui s'avère ne pas avoir l'identité qui est stipulée. Donc à force d'investigation, en fait, on s'aperçoit qu'il n'avait pas cette identité-là, que c'est une identité qu'il a usurpée d'une personne qui était déjà décédée il y a longtemps. Alors, j'ai beaucoup aimé, je connaissais pas du tout cette affaire, qui n'est pas si vieille que ça, puisque ça date des années 2000. Ouais, bon, ça a quand même 20 ans. Mais voilà. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé parce que on enquête, on a vraiment la sensation d'être au cœur de l'enquête, au cœur des investigations. Et moi, ça m'épate toujours, en fait, de voir comment ils font pour retrouver ce genre de choses avec les tests ADN, les recherches dans tous les fichiers. À chaque fois, je reste un peu estomaquée. Bon, je sais que maintenant, c'est assez difficile quand même de rester sans laisser de traces, mais voilà, c'est toujours, je trouve ça absolument passionnant, ça me plaît beaucoup. Et je suis du coup ravie à chaque fois de découvrir ces petites enquêtes qui se lisent très très vite, puisque j'avais lu, je crois, une trentaine de pages mercredi soir. Et hier, je suis rentrée du travail, j'étais ultra fatiguée et j'avais rien envie de faire dans la maison. Voilà, en mode feignante. Et du coup, je me suis dit, je vais reprendre ma lecture et je l'ai lu d'une traite. C'est-à-dire, je ne l'ai plus lâché. En fait, je l'ai récupéré là où je l'avais arrêté en plein milieu d'un chapitre mercredi soir parce que je tombais de fatigue, de sommeil. Et je l'ai repris jusqu'à la fin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que à la fin, on a une chronologie qui nous permet
qui nous permet en fait de refaire toute l'histoire pour voir si c'est des passages où on a un petit peu zappé un truc ou quoi. On peut retrouver en fait toute l'histoire, toute la chronologie de cette personne-là. Donc voilà, je savais même pas qu'on est... Enfin oui, je savais qu'on pouvait usurper l'identité de quelqu'un, mais là j'avoue que ça m'a laissé, en fait, on sait pas. Ce qui m'a dérangé dans celui-là de lecture, contrairement par exemple quand j'ai lu la dernière fois l'inconnu de Cleveland, où c'est... non, pas l'inconnu de Cleveland, l'affaire du Golden State Killer. Bon, on sait tout à la fin, on a quand même quasiment levé le voile sur tout. Mais là, il reste quand même beaucoup de zones d'ombre. On lève pas complètement le voile sur cet inconnu au final. On n'est pas forcément à 100% sûr de qu'est-ce qu'il a... de pourquoi il a changé en fait d'identité. Qu'est-ce qu'il a poussé, quel est le fait dans sa vie qui l'a poussé à changer d'identité. Mais ça reste une lecture que j'ai beaucoup aimé et je suis d'ailleurs ravie de voir ça à la fin, puisque du coup il m'en reste plus à lire. Je les ai lus les 3 qui sont sortis et il y en a un qui sort le 5 octobre, juste après mon anniversaire, donc je pense que je me l'offrirai, hein, on va dire ça comme ça. C'est vrai que j'ai besoin d'une occasion pour m'offrir des livres, on va dire ça. Donc voilà, je vous conseille encore une fois cette petite collection qui, au-delà du fait d'être super jolie et de faire super beau dans la bibliothèque, voilà, si ça vous tente, il y en a déjà 3 de disponibles. Donc il y a l'affaire Alice Crimmins, il y a l'affaire du Golden State Killer et l'inconnu de Cleveland. Alors ensuite j'ai même eu le temps du coup après manger de reprendre ma lecture donc du tome 1 de la saga Lily Miller de Vera Ann Rubin. Donc je vous ai parlé hier, donc le tome 1 c'est Disparu. J'ai un petit peu avancé puisque j'ai lu 150 pages à peu près, bon je suis pas encore au bout hein. Mais voilà, j'avance et j'aime beaucoup. Alors par contre cette fois, comme c'est une relecture, je vous l'avais dit hier, je prends des notes pour me faire un petit peu un topo de tous les personnages, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages, il se passe pas mal de choses, et voilà. Mais je vous en parle pas plus là, parce que c'est un peu... Voilà, j'attends d'avoir plus avancé, ou même peut-être de l'avoir terminé pour vous en parler mieux, et je pense que bon, je vais pas le terminer tout de suite, parce qu'il est quand même assez costaud. Passer à l'ouverture d'un premier colis, mais j'aurais dû prendre bien évidemment parce que je ne les ai même pas pré-ouverts et je suis pas sûre que je vais arriver à... Quoique, peut-être je vais y arriver. Allez, bougez pas, je reviens, je vais prendre des ciseaux. Voilà, avec des ciseaux ça va beaucoup plus vite d'un coup. Oh, il y a un petit thé dedans. Tant pour moi. Oh, c'est chouette, en plus c'est assorti. La couverture, donc j'avais vu passer ces agendas en début d'année, au mois de janvier, et comme j'avais déjà pris un agenda que j'ai lâchement abandonné, donc d'où le fait que j'ai envie de prendre un nouvel agenda. Et là j'ai revu passer avec les agendas scolaires en fait. Donc là on est sur une période scolaire parce que je crois qu'il commence, voilà, il commence le 14 août. Et après vraiment pour septembre. Donc voilà, j'avais envie de tester. Donc c'est la marque My Agenda 365 que vous retrouverez sur Instagram. Donc c'est je vous l'avance et je vous le remettrai. Alors attention, hein, c'est pas un partenariat, je vous montre parce que je trouve que c'est vraiment très beau ce qu'ils font. La couverture est vraiment super belle, c'est très qualitatif. Donc je vous montre, mais c'est pas du tout un partenariat, c'est totalement sponsorisé par ma carte bleue. Mais j'avais envie de vous montrer, je vais vous montrer l'intérieur aussi parce que je trouve que c'est un bon compromis entre un bullet journal et un agenda classique. Donc vous avez une première page pour le mois de septembre où vous pouvez noter quelques petites choses, des anniversaires, une to-do list, vous avez des petits carrés si vous avez des choses à noter, ou vous avez dessous les jours entiers. Derrière, ce que j'adore, c'est qu'on a le planning comme ça, mensuel. Alors ça, j'en suis complètement fan puisque j'aime beaucoup
noter mes lectures comme ça, c'est-à-dire combien de jours. Comme ça me donne une vue d'ensemble à la fin du mois. Et ensuite, vous avez les pages classiques. Voilà, les pages classiques d'agenda pour noter ce que vous avez à noter. Donc là, je vais essayer de m'y remettre. Je vais essayer de m'y remettre pour septembre. Et à la fin, vous avez d'ailleurs plein de petites pages si vous avez des choses. Voilà, c'est assez super pour faire une wishlist ou des choses comme ça. Et là, il y a un petit... pardon, vous voyez pas rien. Et là, voilà, vous avez encore une petite pochette si vous voulez mettre des petits stickers. Parce que moi, j'en ai plein. J'en avais pris plein parce que j'avais commencé un bullet journal. Puis j'ai arrêté. Cette année, j'avais pris un agenda en janvier. Puis j'ai arrêté aussi. Et là, j'espère que je vais pouvoir me remettre dedans. Et du coup, il y a aussi un petit thé. Ben, en parlant de thé, ça faisait quelques temps que j'avais très envie de tester la marque Palais d'été. Alors, il y a une boutique pas loin de chez moi en plus. Mais, enfin, pas loin. C'était relatif et voilà, j'ai pas du tout l'occasion d'aller là-bas, donc je me suis dit je vais me faire une petite commande parce qu'il y avait des petites choses il y avait des petites choses. En tout cas, regardez ça, c'est vraiment super bien emballé. J'avoue que là je suis très contente d'ouvrir ça parce que emballé comme ça, c'est vraiment super. Alors, j'avais envie de tester alors, c'est pas des thés, c'est des infusions. Parce que moi, je bois pas forcément beaucoup de thé. Je bois plus des infusions fruitées. Ou en tout cas, ça sent déjà à travers. Donc, j'ai testé... alors, les premiers que j'avais repérés, c'était granité fraise. J'avais très envie de tester les granités fraises. Donc je m'en suis pris d'ailleurs 2 paquets parce que j'adore en infusion. C'est vraiment mon parfum préféré. Les emballages ils sont super, je trouve c'est super coloré, c'est super chouette. Et j'ai pris aussi pêche glaciale et jardin d'enfance. Voilà, je trouve ça super chouette. Ensuite il y a des petits échantillons. Alors les petits échantillons Gorus 7 agrumes. Et l'herboriste, menthe poivrée, anis, mélisse. J'ai aussi des petits cadeaux. Donc il y a une boîte avec des échantillons aussi dedans. D'ailleurs, voilà, thé du hammam. Il y a un petit catalogue aussi. Et ça c'est bien pour ranger justement tous les petits sachets ou le thé en vrac. C'est assez bien. Donc il y a une petite boîte ouverte. Et il y a également... Hop. Donc ça c'était offert, donc c'est toujours en cours d'ailleurs sur le site de Palais d'été si ça vous tente. C'est offert à l'achat de 3 paquets comme ça. En fait on a le petit verre offert et il est super beau. Regardez, j'ai très envie d'aller tester tout ça. Donc voilà, encore une fois, c'est pas ça non plus, ce n'est pas un partenariat, c'est sponsorisé par ma carte bleue parce que ça faisait très longtemps que je regardais tout ça sur le site du Palais d'été. Et là, je me suis dit, ben, je vais tester, c'est l'occasion. Donc apparemment, c'est des infusions qu'on peut boire froides. Donc voilà, j'avais ou chaud, comme on veut en fait. On peut les boire chauds ou froides. Donc on verra, c'est en fonction du moment. Pour l'instant c'est vrai qu'il fait un peu chaud, mais j'aime bien le soir après le travail, ça déshabille je trouve. Voilà, sinon j'ai aussi craqué pour 3 livres. J'ai été super sage ce mois-ci, je n'avais pas acheté de livres. Vraiment j'avais été super sage. Et là d'ailleurs j'en ai commandé un 4e, mais le 4e c'est la suite en fait des derniers jours de Rabbit Haze. Donc de Anna McPartlin, c'est Sous un grand ciel bleu que j'ai envie de lire assez rapidement pour rester toujours sur la fin, parce que voilà, j'avais beaucoup aimé vraiment cette lecture, même si elle m'avait vraiment bouleversée et que ça m'avait fait verser des larmes de crocodile, mais j'ai très envie de lire la suite et j'ai envie de la lire là août ou septembre grand maximum, donc je me la suis commandée. Ensuite, j'ai pris Le Crocus jaune de Laïla Ibrahim et Un grain de moutarde de Laïla Ibrahim aussi. C'est une duologie. Ils ont été précédemment édités chez Charleston. Là, ils sont chez
pocket. Je suis déçue, il y en a un avec l'ancien et un avec le nouveau. Bon, c'est pas grave. Donc c'est sur un thème dont je vous ai parlé hier, puisque c'est sur le même thème que l'étoile de la liberté. Donc on est sur là, mais là on est plutôt la période esclavagisme. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture du premier, pas du deuxième, parce que je ne veux absolument pas me spoiler. À sa naissance, Lisbeth est confiée à Machi, une esclave qui se voit contrainte de se séparer de son propre bébé pour devenir la nourrice de l'enfant. Au fur et à mesure que le temps passe, découvrant le monde qui les entoure, Lisbeth comprend de moins en moins l'attitude froide et distante de sa mère biologique et celle hautaine de son père sur ses privilèges. En grandissant, elle va développer avec Machi une relation très intense qui va influer toute leur vie. Mais le désir de liberté et de dignité qui les fait vivre et les unit ne sera pas sans conséquences. Voilà, donc on est vraiment en plein sur le thème et j'avais envie de les lire, donc pareil, je pense que je vais les caler, alors peut-être pas sur août mais sur septembre pour continuer en fait ma découverte sur cette époque-là qui en ce moment me tente énormément. Ensuite, j'ai pris Gaieté l'aurore de Lucie Prézac. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous suivez un petit peu les réseaux, qu'il a remporté le Grand Prix des lecteurs 2023 aux côtés de Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène-Marie Wiesmann, qui était précédemment parue aux éditions Faubourg-Maroni. Donc ça, c'est dans la catégorie française, littérature française, et l'autre, c'était dans la catégorie littérature étrangère. Donc voilà, s'il a remporté le prix, le Grand Prix des lecteurs, c'est qu'il doit valoir le détour. Il parle de la Seconde Guerre mondiale, et en plus il met en scène une famille juive. Donc on va les suivre pendant toute la période, je pense. Je n'ai pas trop lu, je n'ai pas trop envie en fait de lire le résumé, mais ça me tentait beaucoup. Donc plus 3 dans ma palle. Enfin plus 4 avec celui qui va arriver demain. Ben écoutez, pour cette semaine, ça sera tout. Je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je vous dis encore un grand merci si vous avez regardé cette vidéo jusque-là. Si vous avez envie de me laisser un petit commentaire ou un petit like, ça fait toujours énormément plaisir. Et les partages sur les réseaux sont aussi bienvenus et ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Donc je remercie ceux qui prennent le temps de le faire. Et ben écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite.